Bonjour tout le monde. Bon matin. Nous sommes très heureux de votre présence en grand nombre cette année au colloque de la COPS. Nous avons atteint des records de participation, en tout cas vis-à-vis comparativement aux dernières années. Donc, à ce jour, nous avons 930 inscrits cette année. Donc, on vous remercie beaucoup d'être aussi fidèles année après année. Donc, je vais être très brève. En fait, nous sommes ravis cette année d'avoir eu l'occasion de collaborer avec la semaine de numérique à l'école. Et aujourd'hui, en fait, la conférence va être présentée par la semaine numérique à l'école. Et je vais tout de suite inviter M. Dominique Goulet, directeur général de Québec numérique, à venir vous présenter notre conférencière. Bonne conférence. Bonjour à tous. Premièrement, je suis vraiment content d'être ici, de voir autant de monde se déplacer pour des sujets qui nous intéressent tous. C'est toujours touchant. Chez Québec numérique, on travaille toujours par et pour la communauté. Puis ici, je vois encore une fois que la communauté répond à l'appel. Nous, on avait un projet qui était la semaine numérique à l'école. C'est une idée toute simple d'activité pédagogique. On a utilisé ce projet-là juste pour allumer une étincelle. Le but, c'était de faire découvrir la créativité numérique puis d'augmenter la littératie numérique en général chez les jeunes. Ça a été, selon moi, un immense succès parce qu'il y a plusieurs centaines de jeunes qui ont participé à ça, qui, à leur tour, ont incité plusieurs milliers de personnes, plus de 5000 personnes à prendre part à la compétition puis de voter pour les meilleurs projets. Donc, au total, on a rejoint plusieurs milliers de personnes avec ce projet-là et on en est très fiers. Je voudrais, dans le cadre du concours, on a eu un jury extraordinaire qui a pris beaucoup de temps pour regarder toutes les candidatures et voter, en fait, juger sur les projets. Donc, j'aimerais juste prendre quelques instants pour vous les nommer. Il s'agit de Marc-Antoine Tanguay de Allo Prof, Annick Dessel de Septembre Éditeur, Caroline Tremblay de Optania et Julie R. Bordelot, qui est auteure en éducation. Et là, on a une petite vidéo pour vous dévoiler les gagnants. Donc, on va y aller avec ça. Maestro? Je vais jouer Maestro. Je prends encore quelques minutes de votre temps juste pour vous parler justement du rôle de Québec numérique en éducation. On essaie de prendre de plus en plus de place parce qu'il y a des problèmes majeurs qui s'en viennent dans les prochaines années. Puis je veux juste que on soit bien outillé au Québec en fait pour y faire face. Quand on y pense, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui s'en vient dans tous les domaines, en éducation autant pour aider le corps professoral, la direction et compagnie et les étudiants. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est rien de plus qu'un grand arbre de décision puis de logique qui est basé sur les valeurs humaines de la personne qui construit l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, 95% des gens qui construisent l'intelligence artificielle, ce sont des hommes blancs. Et j'ai rien contre les hommes blancs, au contraire, j'en fais partie. Mais je trouve que pour refléter les valeurs de la société dans ce qui va être les systèmes qui vont nous permettre de comprendre et d'interagir dans le futur, c'est vraiment important que dès aujourd'hui,
on commence à intéresser les jeunes femmes et la nouvelle génération en général pour que ces intelligences artificielles soient vraiment le reflet de l'intelligence de la société qu'on a aujourd'hui. Donc, nous, on travaille en ce sens, on travaille vraiment pour créer l'étincelle au niveau des jeunes et au niveau des jeunes femmes pour leur montrer que le numérique, c'est un métier, c'est une option qui est valide pour leur futur. Merci beaucoup. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui. Je suis très fier de la présenter. Elle est chargée de cours, conférencière, chroniqueuse techno, consultante en numérique. Elle vient nous parler de suivre sa passion, accepter les défis et imprévus. Je vous demande d'accueillir Nadia Serayoko. Merci. Bon, bonjour tout le monde. En fait, le milieu du numérique, on s'aperçoit que c'est très vaste en termes d'idées, mais tout le monde se connaît parce que finalement, j'avais collaboré il n'y a pas longtemps avec Québec numérique, fait qu'on finit par se retrouver. Et aujourd'hui, juste comme ça, le mandat qu'on m'avait donné, c'était un peu de vous parler finalement des choses qui m'intéressent, etc. Et c'est drôle parce que Dominique en a un peu abordé quelques points. Par exemple, les assistants conversationnels, ça vous dit quelque chose sûrement, les assistants vocaux, ça commence à faire son chemin dans le milieu de l'éducation, dans certaines universités, par exemple, pour l'aide aux devoirs. Ça fait partie, ça, des questions, justement, moi, je voudrais qu'ils me gardent motivée. Et d'ailleurs, j'ai toujours été un petit peu, comment ça marche, cette affaire-là? Hein? Oui, c'est toujours un petit... un peu, non? Ah! Non, ça n'a pas marché comme ça. Ben oui, les imprévus, je suis habitué. Je vais vous dire, avec le numérique, il y a tout le temps un imprévu qui se passe à quelque part. Ah, OK, il fallait que j'aille vers la flèche par en arrière, mais là, ça marche. OK, ben c'est ça. J'ai toujours ma petite diapo pour me présenter. Donc, effectivement, je suis doctorante. Comme j'aime dire, une vieille doctorante, parce que c'est un retour aux études après une quinzaine d'années, finalement, sur le marché du travail. Je suis aussi chroniqueur en technologie. Ça fait longtemps que je fais ça. C'était un peu quelque chose qui m'a toujours suivi, même quand je travaillais à temps plein en communication. Souvent, on me demandait à parler de ça. J'ai écrit, en fait, j'ai été co-auteur d'un des premiers livres sur les médias sociaux 101, qui avait été coécrit avec Michel Blanc. Et puis, évidemment, j'ai une quinzaine d'années d'expérience en numérique. Et effectivement, comme on le disait, on n'est pas souvent... il y a beaucoup de femmes quand on est du côté de l'éducation, tout ça, dans les milieux en communication où j'ai évolué. Mais quand on arrive vraiment dans le numérique, on n'est pas toujours très fort bien représenté. Je vous mets aussi mes coordonnées, ceux que ça intéresse. Je suis très facile à rejoindre. Même mes étudiants, je leur dis des fois quand ça presse, Twitter est plus efficace pour me parler que toute autre façon. Fait que si jamais vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez me le tweeter puis je vous répondrai tout à l'heure. Mon parcours, en fait, et c'était ça l'idée de vous parler des imprévus, c'est que finalement, faire 15 années en relations publiques, rester branché sur tout ce qui touche, puis commencer à enseigner. J'ai commencé à enseigner quand je travaillais encore à plein temps. J'ai commencé à travailler en communication en 96. 96, qu'est-ce que c'était? Il y en a qui s'en rappelleront peut-être, c'était les fameux plans pour l'autoroute de l'information, qu'on appelait ça. Alors là, dans le temps, j'ai été en communication, puis on avait des subventions pour faire des sites web et pour aller vers l'autoroute de l'information. C'était ça. J'ai retrouvé le communiqué à un moment donné pour une autre présentation. J'étais assez surprise. C'était vraiment ça, l'autoroute de l'information. Donc, et ça, je l'ai fait après mes stages en enseignement collégial, parce que déjà, je voulais enseigner, mais vous savez comment c'est, on commence à enseigner, finalement, on est appelé des fois ailleurs. Et ensuite, je viens de Québec, j'ai été guide animatrice dans un musée. Et là, encore là, c'est que quand je travaillais au Musée de la Civilisation, j'en ai profité de faire des projets avec tout ce qui est les réserves d'œuvres, etc., pour apprendre les systèmes numériques qu'il y avait là-bas. Je me suis même passionnée pour Archemuse qu'il y avait à l'époque, puis j'allais faire de la recherche là-dedans, puis je proposais des projets, etc. Fait que j'ai toujours eu un petit côté, le numérique était tout le temps dans ce que je faisais, puis c'était une façon de mieux connaître, je vous dirais, les sujets qui m'intéressaient. J'ai commencé aussi à écrire, et quand j'ai commencé à pourvoir, entre autres à Québec, Parcours des arts, des revues en art, et quand je me suis retrouvée à temps plein dans un travail, puis que là, j'avais plus le temps vraiment d'écrire professionnellement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à bloguer en 2002. 2002, imaginez-vous, là. Blog, c'était comme, je pense que c'était les premiers, c'est 99 à peu près, les premiers logiciels de blog, comme Blogger, qui nous permettaient de bloguer facilement. En 2002, j'ai commencé à bloguer, et là, vous allez voir, ça fait partie
d'une utilisation, hein, je dirais, des outils numériques à des fins, hein, je dirais quasiment d'autopédagogie, parce que c'est comme ça que j'ai appris finalement. J'ai appris l'HTML, j'ai appris comment fonctionnait finalement le web, comment est-ce qu'on pouvait avoir un serveur ou pas, etc. Et maintenant, je vous dirais qu'on est rendu, mon blog est un peu là, on est rendu en 2019, un blog de 17 ans. Pouvez-vous vous imaginer, je viens de réaliser ça. En fait, donc le blog a 17 ans et j'utilise encore avec mes étudiants des blogs pour leur faire apprendre maintenant le SEO, le SEM, comment ça fonctionne. Fait qu'en classe, souvent, j'ai tendance à faire un blog. Je fais un blog de classe, je leur crée des utilisateurs, puis allez-y. Des fois, c'est pas facile tout le temps en fin de session, là, quand c'est les derniers qui essaient de publier leurs billets, puis qu'on s'aperçoit que finalement, ils n'ont aucune idée où publier parce que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est bon en numérique nécessairement. Hein, c'est là qu'on réalise finalement ils ont besoin de leur vieille prof leur montrer comment publier un billet de blog. Ça, c'est tout le temps intéressant comme affaire. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à parler plus. Hein. J'ai réuni mes passions, les relations publiques, le numérique, puis je me suis mis à faire des conférences dans les années 2000 sur cette question-là. Ça fait beaucoup de changements. Hein? Le changement, puis je ne sais pas dans vos milieux, mais je pense que en éducation, on est dans des milieux aussi où ça change souvent. On est toujours appelé à changer. Je vous ai mis d'ailleurs les références à la fin. Hein? J'ai mon petit côté chargé de cours qui ressort tout le temps là, pour ceux qui veulent aller voir les textes au complet. Parce que le changement, souvent, puis je l'ai remarqué, parce que quand j'arrive pour travailler en numérique dans un nouveau milieu, souvent, hein, c'est moi qui cristallise l'anxiété, si on veut, parce que j'arrive avec des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire. Je propose souvent, dans certains milieux, quand j'étais en relation publique, je proposais de refaire le site web, d'avoir des nouvelles procédures, admettons, avec le numérique, de plus envoyer des communiqués, par exemple, en PDF, parce que je disais, écoutez, c'est parce qu'à un moment donné, si les gens l'ouvrent sur leur téléphone, on va peut-être leur donner un format qu'ils sont capables de lire hein, sur leur téléphone. Et là, ce qu'on s'aperçoit, et moi, il a fallu que je vieillisse un peu pour le comprendre, c'est que pour beaucoup de personnes, le changement, ça va causer de l'anxiété parce que c'est une remise en question. Puis les remises en question de comment on fait les choses, puis qu'est-ce qu'on fait habituellement. Hein? Ce matin, j'arrivais justement, puis Maxime me disait, habituellement, on faisait la conférence dans une autre salle. Fait que là, ce matin, j'imagine qu'il y en a beaucoup hein, qui se sont rendus à la salle habituelle. Bon, même moi, comme je suis toujours sur le radar, j'ai demandé à quelqu'un qui avait la petite cocarde où est-ce que je dois aller, puis je me suis en allée à la mauvaise place aussi. Fait que c'est assez difficile de briser nos habitudes. Fait qu'imaginez quand vous entrez dans un milieu de travail et que là, vous dites, ben là, vous utilisiez un tableau blanc avec des crayons effaçables, vous utilisiez telle chose, puis maintenant on change. Fait que là, vous allez apprendre un logiciel. Puis souvent, quand je faisais des articles à l'époque, par exemple, pour Radio-Canada, on écrivait pour Triplex sur le milieu de l'éducation. Puis là, vous me direz si c'est vrai. Souvent, ce que les gens que j'interviewais me disaient, c'est parce que des fois, il faut qu'on apprenne ça par nous-mêmes. Puis, c'est pas toujours évident. Les nouveaux logiciels, il y a une année, c'est des tableaux blancs. Après, on change. Hein, vous vous rappelez les TBI. Avez-vous encore des TBI? Oui. Les utilisez-vous beaucoup? Oui? Ah ben, écoute, ça a progressé quand il est arrivé. Pardon, hein? Tout non? C'est comme projecteur. Ben, c'est... Oui, moi, quand j'en ai à l'université aussi, je les utilise comme projecteur parce qu'imaginez-vous donc que j'ai jamais appris à les utiliser autrement que comme projecteur. J'ai pas eu le temps. Hein. C'est comme ça, on a passé à autre chose. Tout d'un coup, on est rendu à l'intelligence artificielle, puis le TBI est rendu un projecteur. Fait qu'enfin, c'est des choses qui arrivent. Fait qu'effectivement, on va s'apercevoir que quand on demande aux gens de changer, puis moi, j'ai remarqué ça souvent, quand j'arrivais dans une entreprise, il y avait un gros changement numérique. Pas longtemps après, il y a du monde qui se mettait des fois à faire littéralement de l'anxiété. Hein. Il était stressé parce que on changeait les logiciels, on changeait les façons de faire. Fait que ça change les choses. Et là, il va y avoir des fois des résistances qui vont se faire. Puis il va y avoir toutes sortes de choses. Et c'est là, quand on est... moi, c'est là que j'ai découvert ma résilience parce que maintenant, on s'aperçoit qu'on n'est plus à l'âge où on devrait accepter le changement puis on est encore capable d'être résilient. Fait que là, on se dit, bon, je vais être un agent de changement. Et c'est souvent ce que j'ai fait. Puis je me suis aperçu que ça se faisait mieux quand on est à l'extérieur, des fois même qu'à l'intérieur. Hein. Quand on arrive comme consultant, là, les gens sont comme moins... ils se sentent moins bousculés souvent quand on est à l'intérieur. Puis ils ont comme, bon, encore l'autre qui va nous faire changer de logiciel de courriel puis qui va tout changer nos affaires. Fait que quand j'arrivais finalement de l'extérieur, c'était un peu mieux. Fait que là, ça a été comme une façon justement de gérer un peu ce que je fais dans la vie. Puis comment est-ce qu'on fait face au changement? Regardez, reconnaissez-vous cette image? Hein, c'est l'art qui est généré par Google, là, par l'intelligence artificielle.
Alors, c'est de l'art, justement, j'en profite pour intégrer, je vous ai mis les codes, justement, d'utilisation de l'image. C'est des œuvres que Google développe, justement, de l'intelligence artificielle qui reconnaît des patterns, puis qui reconnaît des couleurs, puis qui remixe, comme par exemple, ici, on peut imaginer que c'est à partir de Van Gogh, puis on a refait une œuvre d'art. C'est drôle parce qu'à un moment donné, je demandais à quelqu'un comment ça fonctionnait, puis il me disait, essaye-le pas avec une foule, avec des humains, parce que c'est quelqu'un qui travaille chez Element AI, parce qu'il me disait, il va faire les mêmes patterns que ça, fait que ce soit des humains pas de jambes, des humains avec juste un bras, parce que lui, il reconnaît les patterns puis il remixe ça. Mais c'est quand même, c'est de l'art, donc fait avec l'intelligence artificielle. Fait que même là, on se dit, mon Dieu, est-ce qu'on est dépassé? Je modérerai la chose, mais quand même. Comment faire face au changement? Bien, il faut trouver la stabilité, finalement, ailleurs, quand on est dans une ère, je dirais, de changement. Puis moi, souvent, c'est par mes autres activités que j'ai développé des nouvelles compétences, puis j'ai appris à utiliser des nouveaux outils. Quand je me suis retrouvée en 2002, là, je venais de finir Québec-New York 2001, on s'était un peu pété la gueule, si vous vous rappelez bien. C'était le 11 septembre 2001, on était tous là-bas, fait qu'on a tout eu un beau congé après. Et c'est pendant ce temps-là que j'ai appris à bloguer. J'en ai profité pour aller au HEC et apprendre à bloguer. Fait que c'est souvent par d'autres activités comme ça, par la radio communautaire, par des choses que j'aimais, comme le blog. Un blog, ça se fait chez soi. Tu n'as pas besoin, si vous dites, je peux pas sortir, tu peux tout à fait rencontrer plein de monde en bloguant, en étant sur les réseaux sociaux. Ça se fait aussi. Puis pour moi, je dirais que les éléments qui m'ont aidé à faire face au changement, ça a toujours été ma passion pour les arts et la radio. Fait que c'est pour ça que vous avez des images comme ça d'art que vous allez voir un peu partout dans mes diapos. Et la radio, ça n'a pas toujours été professionnel. Ça a été communautaire. Ça a été du podcast avec des amis. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand on apprend à faire des podcasts, même en classe, est-ce qu'il y en a qui en font ici, des podcasts en classe? Je vous ai vu allumer quand j'ai dit podcast. J'ai dit, je pense qu'il y a quelqu'un qui en fait ici. Effectivement, souvent, ça nous demande d'apprendre à utiliser les outils. Mais c'est facile parce que ça nous tente, parce que c'est quelque chose qui nous rend créatifs et finalement, c'est agréable. Et là, quand je dis des outils, moi, je me dis toujours, puis vous allez voir, c'est un fil narratif qui va revenir dans ma présentation. Si j'y pense, ça existe ou existera probablement sous peu. Ça a toujours été ce que je me disais. Je me rappelle d'une conférence que j'avais donnée où je parlais de mon blog qui n'était pas encore en format adaptif. Je viens de voir un collègue dans le fond de la... Il y a beaucoup de monde on se connaît tous, finalement, à un moment donné. Donc, j'étais en train de donner une conférence, puis on me disait, mais qu'est-ce que vous allez faire pour que votre site Web s'adapte au mobile? J'ai dit, probablement qu'il va y avoir sous peu une application dans WordPress que je vais pouvoir ajouter. J'ai dit, si on y pense, il doit y avoir quelqu'un qui est en train d'y penser. Pendant que je disais ça, il y a quelqu'un qui s'est mis à faire la recherche, puis on a trouvé qu'effectivement, dans le temps, il y avait quelque chose qui s'appelait, je pense, Swoosh ou quelque chose comme ça, qui permettait, qui était un plugin à l'époque, donc un logiciel qui permettait de rendre un blog adaptif. Après ça, on a eu des modèles adaptifs. Fait que je me dis toujours, dernièrement, je me disais, est-ce qu'un assistant, pour créer l'assistant vocal dont j'aurais besoin pour mon doctorat, il y a sûrement une formule qui existe. J'ai dit ça en conférence. Il y a quelqu'un qui est venu me donner sa carte. Après, il dit, je peux vous montrer comment ça marche, Microsoft, etc., etc. Il m'a sorti toutes les formules qui existent. Et il y en existe même en éducation présentement. Avez-vous entendu parler de Botify et puis tout ça? Donc, des formats en ligne qui permettent de créer des assistants vocaux pour des fins éducatives. Donc, les sites adaptifs, c'est ce qui est arrivé. On y pensait, fait qu'il y a quelqu'un qui était en train d'y penser aussi, puis qui était meilleur en programmation que moi, de toute évidence. Fait que, donc, ça a marché. Ensuite, l'analyse de données. Présentement, on parle du big data. On est toujours en train de nous parler les données de masse, l'intelligence artificielle, les algorithmes. Puis là, on est là, mon Dieu, je passerai pas de ce côté-là. Pendant qu'on est en train de se dire que ça s'en vient trop compliqué, on s'aperçoit que de plus en plus, dans les prochaines années, on va pouvoir faire de l'analyse de données sans être un physicien ou être un physiciste, c'est ça, donc sans avoir des connaissances, admettons, en mathématiques avancées ou en physique, parce qu'on fait de plus en plus des formats qu'on peut, justement, avec des tableaux de bord, etc., qu'on peut gérer nous-mêmes. Fait que là, on s'aperçoit que la technologie dépasse encore nos attentes. Puis, comme justement, j'ai mis en dernier la fameuse construction d'un robot conversationnel en 2 clics. Vous pouvez déjà vous amuser, si ça vous tente, à aller sur, par exemple, le site Replica avec un K.ai, puis construire un petit robot conversationnel de vous, puis l'entraîner finalement à devenir
une version de vous qui peut avoir des conversations en ligne avec vous ou avec d'autres mondes, selon ce que vous voudrez. Fait que donc, pour vous dire que quand on est en train de regarder tout ça, puis on est comme, là, je me sens dépassé, il y a quelqu'un qui a dit, je pense qu'on va rendre ça plus accessible. Fait que maintenant, ça va très, très vite. Quand on discute, par exemple, il y a l'autre fois quelqu'un qui disait, oui, mais entre le téléphone puis le téléphone mobile qui prend des photos, il y a eu quand même des dizaines, il y a eu presque 100 ans, etc. J'ai dit, oui, mais maintenant, si on pense à quelque chose, si on pense, par exemple, à la blockchain et à ses applications, probablement que c'est dans 5 ans qu'on va arriver à ce que vous êtes en train de penser. Ça va beaucoup plus vite. Puis là, je dis 5, peut-être que quelqu'un me dirait 3. Puis je dirais, OK. Bon, les autos qui se conduisent toutes seules, c'est censé être là depuis 2018, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Il y a peut-être trop de facteurs là-dedans. Créativité ou créativité, parce que je voulais vous parler de ça, c'est un peu ça, moi, parce que j'ai toujours l'impression, quand on veut apprendre à faire du numérique, avec les podcasts, c'est la même chose, on a comme une envie de créer quelque chose, puis les outils numériques sont là et ça s'est énormément démocratisé, ça nous permet de le faire. Est-ce qu'il y en a qui ont travaillé ici avec des blogs? Gênez-vous pas, manifestez-vous, oui, je vois quand même qu'il y en a pas mal. Est-ce que c'est facile maintenant de créer un blog? C'est facile, hein? Je peux vous dire qu'en 2002, il fallait coder en HTML, puis il fallait être pas pire pour se débrouiller. Il fallait avoir des amis qui comprenaient comment, justement, télécharger des logiciels sur des serveurs, etc. Maintenant, je veux dire, quand je dis à mes étudiants, vous allez pouvoir vous faire un blog, il y en a qui me réécrivent à la fin de la session, puis ils me disent, Madame, je vais avoir mon propre blog, qu'est-ce que je fais? Je lui envoie 2-3 liens. Puis je dis, là, avec ce que tu as appris, tu devrais être capable de créer ton blog. Généralement, ça prend à peu près 5 minutes. Là, c'est à peu près ça. Un gros 5 minutes. Quand mon premier blog, je pense que si on n'a pas été 2 semaines là-dessus à essayer d'avoir exactement ce qu'on voulait puis que ça fonctionne, fait qu'il y a vraiment là-dessus, on a des capacités, justement, de penser plus créativement parce que les outils nous suivent. Et moi, je dis toujours, tant en marketing qu'en éducation, je dis toujours, ça c'est Kraft qui le dit, mais je pense que je suis d'accord sur ce que je dis ça. Donc, la réponse nécessaire pour survivre, ça va être la capacité de développer des ressources personnelles. Et là, on va dire, c'est des solutions qui émanent de l'individu. Fait que c'est l'économie, et ça, c'est le bout que j'aime moins. C'est l'économie qui demande que nous soyons créatifs. Il y a 2 visions de la créativité. Vous remarquerez, il y a la créativité qu'on va considérer comme plus artistique, puis il y a celle qu'on nous dit, par exemple, soyez créatifs. Là, ça veut dire, faites des miracles avec 2 cents et demi. Ça, c'est l'autre créativité que j'appelle économique. Celle-là, je ne sais pas, vous l'avez en éducation, on l'a beaucoup. En tout cas, moi, je me la fais imposer souvent. Soyez créatifs. Puis là, tu es comme, OK, ça veut dire qu'on n'aura pas de nouveaux supports, on n'aura pas rien, on va s'arranger. Fait que je vais avoir mes prix étudiants pour mes logiciels, puis on va essayer de faire ce qu'on peut avec ça. Ça, c'est la version créative plate, je dirais. Mais la créativité, il y en a une qui permet aussi, qui est l'autre versant, je dirais, de la créativité. Celle qui permet de développer justement le talent de chacun. Et là, est-ce qu'elle peut s'exprimer dans ce contexte-là? Je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'il faut justement, faut rationaliser parce qu'à un moment donné, il y a un minimum qu'il faut avoir pour réussir à développer des choses. Puis ça s'appelle justement des moyens. Puis, exactement. Et là, ce que Kraft nous dit là-dessus, c'est qu'elle suggère qu'il faut d'abord définir la créativité en contexte selon la culture où on agit. Parce que souvent, moi, je vous dirais, dans le milieu des communications, c'était comme en éducation, quand on me disait créatif, ça voulait dire tu vas animer les réseaux toi-même en faisant les modifications sur le site web, en étant porte-parole. C'était ça, la créativité. Fait que là, des fois, on est comme, je pense que la créativité va peut-être être épuisante un peu. Et là, comment est-ce qu'on peut stimuler la créativité? Ça, c'est très drôle parce que j'ai connu quelques personnes ici au REFER il y a 2 ans, puis j'ai été quelqu'un qui aimait beaucoup lire Poidzo, puis vous vous rappellerez qu'Isabelle Capron-Poidzo je me suis retrouvée sur la même table ronde qu'elle. On était en différé quand même. Elle était en Europe, puis moi, j'étais à Québec sur la scène. Mais c'est quelqu'un que je lis et que je trouve fort intéressante. Si je ne la connaissais pas, je vous donnerai la référence. Elle a écrit un texte qui s'appelle « Pédagogie de la créativité, de l'émotion à l'apprentissage ». Et là, justement, quand on veut être créatif, c'est là, justement, parce qu'il faut admettre, dans le processus, justement, que ce soit de créer avec des outils numériques, de bloguer, de podcaster, il faut admettre qu'il va y avoir comme, je dirais, un intrant émotionnel dans ce qu'on fait, parce que c'est hors des sentiers battus. Et elle nous met quelques points comme ça, elle nous dit, puis elle reprend Kraft d'ailleurs, puis elle dit, il y a 4 facteurs qui vont déterminer ça. Les facteurs cognitifs,
Ça, on les connaît, la capacité à identifier, à redéfinir le problème. On va parler de la comparaison sélective, etc. Les facteurs cognitifs, donc, comme dans l'idée justement là, des traits de la personnalité, puis les styles cognitifs de la motivation, l'endocept. Ça, c'est comment justement vous allez avoir justement un concept, par exemple, qui crée des émotions qui ne seront pas nécessairement verbalisées, mais qui vont faire qu'on va apprendre. Ça peut être des émotions comme j'ai réussi à faire un podcast, wow! Et là, tout d'un coup, ça fait que les petites choses qu'on a apprises, les petites tâches là, dans ça vont être vraiment intégrées très rapidement. Puis ça, je le remarque autant, là, la colère de ne pas être capable de publier son billet de blog puis d'avoir l'impression qu'on n'est pas bon, que celle d'avoir réussi à faire quelque chose comme ça. Je le remarque chez les étudiants, ça change vraiment comment est-ce qu'on va aborder la matière, que ce soit des mathématiques, du français, que ce soit de l'histoire de l'art, comme quand j'enseignais dans ce domaine-là. Il y a vraiment l'idée qu'il y a un encodage, je dirais, émotif dans ce qu'on fait, qui n'est pas verbalisé tout le temps, mais qui fait partie du processus d'apprentissage. Et je pense que d'apprendre un outil numérique, là, d'apprendre, par exemple, j'arrête pas de vous regarder quand je parle de podcast. Excusez, je vais me calmer avec ça, là. Donc, podcast, c'est elle. Non, mais en plus, elle écoute bien. Tu sais, vous savez ce que c'est, quand on a une foule, quand il y a quelqu'un qui est comme ça, on est tout le temps en train de checker par là. Donc, je vais aller voir par ici un peu, là, je vais aller voir l'autre côté. Donc, effectivement, on va se rendre compte que ces émotions-là, et moi, ce que je trouvais particulier, c'est que souvent, puis c'est pas peut-être parce que j'enseigne maintenant à l'université, mais j'enseigne au collégial aussi, puis j'ai fait des stages en enseignement. Je m'apercevais que souvent, on essaie d'enseigner, en tout cas, j'ai vu beaucoup de classes, on essaie d'enseigner sans, tu sais, que ça soit, qu'il y ait d'engagement émotif, sans qu'il y ait, faut que ça reste neutre. Et là, je me suis aperçue qu'en classe, il fallait même maintenant mettre des balises pour pas, tu sais, justement, qu'il y ait d'émotions négatives. Et là, je me disais, pourtant, quand, là, ils m'écrivent un petit message de colère parce qu'ils ont créé une page au lieu d'un billet de blog, puis que le lendemain, on apprend comment le faire, je peux vous dire que ça reste. Après, ils s'en souviennent. Fait qu'il y a quand même quelque chose de positif, autant pour celui qui m'a fait « All right, mon billet était super bon, puis j'ai réussi à le publier, puis je l'ai fait moi-même, puis j'ai trouvé... » Je remarque même des fois, ils me disent « J'ai googlé, madame, puis j'ai trouvé comment mettre mes images moi-même. » Là, dans ce temps-là, je sens, là, tu sais, qu'il y a comme un élément triomphal là, qui fait que cette connaissance-là va rester là, justement. Les facteurs, évidemment, aussi pour stimuler la créativité, on va parler aussi des facteurs environnementaux, évidemment, tout ce qui est autour. Et on nous met dans ça l'impact des outils technologiques, parce que ça fait partie, justement, des facteurs qui vont, justement, stimuler la créativité. Le cycle de la créativité dans ça, moi, je veux dire souvent, quand je viens vous parler de choses comme ça, c'est parce que c'est des choses que j'expérimente aussi en classe puis qui me préoccupent. Donc, j'avais envie justement de vous en parler. La créativité, le jour que c'est moi qui ai fait ça, je pense, j'ai mis un « i » trop à créativité. Donc, on va voir l'idée de la créativité, l'émotion qui est engendrée, donc justement notre histoire d'endocept qui est là. Ah, c'est ça, il manque un T. Mon Dieu, hey, je n'ai pas fait ça pendant 3 semaines, cette présentation-là, c'est comme rien. Hein? Oui, c'est ça, c'est des fois, là, en tout cas. Je fais ça en classe aussi, puis là, je leur dis, trouvez donc quelle lettre j'ai oubliée dans mes présentations, ça garde le monde. Tu sais, ils aiment ça nous prendre en défaut, fait que ça les garde bien crinqués. Donc, on s'habitue. Donc, l'émotion, l'apprentissage, après ça, qui va en suivre, l'activation de l'endocept, parce que là, on a eu des émotions qui ont été là, puis là, on a continué à apprendre, puis tout d'un coup, là, ces émotions-là viennent de rentrer, puis c'est comme s'ils scellaient un peu certaines connaissances qu'on a eues. Et là, c'est drôle parce que ça vient justement de pouvoir dire le souvenir chaud de l'émotion d'apprentissage. Si je n'avais pas repris ces mots, moi, j'aurais dû le souvenir frais. Je me dis, des fois, il y a des contresens comme ça, avec le français de France et le québécois. Donc, elle parle du souvenir chaud de l'émotion de l'apprentissage. Donc, on a une émotion, ça a créé un endocept, puis là, ça a réussi justement à nous amener plus loin. Et honnêtement, je ne sais pas, moi, en tout cas, je l'expérimente tout le temps. Je vais vous dire, je me rappelle très bien, là, j'ai commencé à bloguer en 2002, il y a 17 ans, quand j'ai réussi des choses qui étaient vraiment fantastiques, là, quand même en milieu de travail. Fait il y a vraiment toujours cette idée-là de l'émotion qui est importante. Les facteurs d'influence de la créativité, le connaissez-vous, lui, sûrement, de Bono? Vous l'avez peut-être expérimenté sans entendre son nom. Quand on est justement dans des cours, vous savez, quand on fait du team building, comme on dit, on va nous faire prendre la méthode justement de la pensée latérale avec les chapeaux. Ça vous dit quelque chose? Les chapeaux de couleur, vert, bleu,
Oui, exactement. Ben, ça vient de lui, ça. Fait que les facteurs d'influence, puis là, vous allez voir comment c'est important de laisser des fois le monde un petit peu patauger dans leurs affaires avant de trouver. L'autonomie puis la liberté. Alors, pour soi, hein, ça va être se discipliner puis écouter ses besoins. La reconnaissance. Des fois, là, puis je sais pas, mais même quand on enseigne, c'est toujours important, puis je pense que vous le savez vraiment plus que moi, parce que la plupart enseignent depuis plus longtemps que moi ici, mais tu sais, l'idée de toujours commencer par « c'est vraiment mieux que la première version », mais parce que souvent, hein, on veut pas partir avec, franchement, je sais pas où est-ce que tu es allé avec ça, je comprends même pas ton texte, ça, c'est plus méchant un peu, hein, mais des fois, je le pense, je le dis à mon chum, mais j'écris d'autres choses. Donc, les encouragements de la communauté puis de son mentor. Souvent, comme enseignant, c'est nous, le mentor, hein? Puis des fois, c'est d'autres gens dans la classe. Ça, j'aime bien ça quand il y en a qui prennent le lead dans la classe puis qui montrent aux autres ce qu'ils ont appris parce que ça change la dynamique terriblement. Puis il y a l'idée d'avoir une pression. Et ça, moi, c'est toujours le truc. Hein? Par rapport à moi aussi, je me mets tout le temps des deadlines que je ne peux pas toujours respecter, puis finalement, au moins, j'arrive à temps. Michel m'a attendu sur plein d'affaires. Je suis toujours en train, finalement, de faire attendre tout le monde. Mais j'arrive toujours, comme ma mère me disait, 2 minutes avant que l'autobus parte. Fait que on finit toujours, donc, avec une certaine pression à faire les choses. Parce qu'hier, je rejoignais ma mère, puis j'ai encore fait ce genre d'affaires-là. Je l'ai fait attendre, etc. Puis elle était comme, mon parcomètre. Puis là, j'ai dit, 2 minutes, puis on est revenu à l'auto. C'était correct. Je l'ai fait stresser un petit peu, là. Ça va la garder. Hein? Et donc, bloguer puis communiquer, pourquoi ça a été important pour moi? Puis pourquoi j'utilise encore cette méthode-là, je dirais, en classe? Parce que là, regardez, j'ai mis l'idée en 240 caractères. Hein, je demandais à ceux, c'est bien 240 sur Twitter maintenant? C'était 140, c'est pas 280, en tout cas, j'ai mis 240. Donc, parce que Twitter, c'était 140 au départ. Fait que là, ça demandait vraiment un gros esprit de synthèse. Hein? Même quand on faisait un communiqué, là, 280, hein, c'est ce que je me disais. J'ai dit, s'il y a quelqu'un qui sait ça, j'ai regardé du côté de Julie, là, être du genre à me vérifier ça en 2 minutes. Fait que donc, une idée, hein, en plus ou moins 240 caractères, ça, c'est quand vous reprenez votre blog, puis là, ça a été ce que j'ai appris à mes étudiants d'ailleurs, hein, à faire un billet de blog sur un sujet qu'ils trouvent intéressant, puis ensuite à publier un tweet. Ah, là, je leur demandais un effort. Là, c'était, je pensais pas qu'ils allaient survivre. Hein? Puis faire publier un tweet à du monde là en bas de 25 ans, je vais vous dire que ça peut être c'est une grosse affaire. Elle se crée un compte Twitter déjà là. Ils sont comme, je suis obligée, madame. Je suis comme, ben, c'est parce qu'il y a des points. Si tu n'en crées pas, tu les auras pas, tu sais. Fait que là, puis ils demandent s'ils peuvent l'effacer à la fin du cours. J'ai dit non, là, c'est parce que c'est censé comme publier un billet de blog puis le retweeter après. Des fois, faut les garder sur la pointe des pieds aussi. Donc là, ensuite, on va élaborer justement notre idée. Là, en 250 mots plus, parce que si on a un petit plugin Yoast, hein, il va nous demander de faire plus que 300 mots. D'ailleurs, c'est un argument que j'utilise avec les étudiants. Je leur dis, on va faire un blog. Et là, le SEO, puis tout ça, ils connaissent les termes un peu, mais ils n'ont aucune idée qu'est-ce que ça mange en hiver. Hein, l'optimisation pour les moteurs de recherche, l'optimisation pour les réseaux sociaux. Et là, je leur mets un logiciel qui s'appelle Yoast, que vous connaissez peut-être. Je fais de la pub pour une compagnie, là, mais il y en a sûrement d'autres. Moi, c'est celle que j'utilise, qui, finalement, leur permet d'apprendre à écrire, donc faire des phrases qui ne sont pas passives. Hein. Ensuite, faire des phrases moins longues, ne pas me faire des phrases de 3-4 lignes, là, hein, qui, à un moment donné, on ne sait plus si on est en train de rêver ou si c'est la phrase qui se continue. Donc, apprendre à articuler leurs pensées, puis je leur mets toujours une limite de mots aussi pour qu'ils apprennent. S'il y en a qui veulent savoir Y-O-A-S-T. Si vous voulez l'ajouter des fois sur vos blogs, là, ce que ça permet, c'est que ça vous permet de sélectionner, par exemple, le mot-clé, de sélectionner l'extrait qui va sortir sur Google, d'aller dans ce plugin-là et de voir, par exemple, qu'est-ce que chaque réseau social va afficher comme petite mention de votre article. Et ça vous permet aussi, par exemple, ils vont vous donner des trucs. Ils vont vous dire, votre texte, par exemple, n'est pas assez long. Il faudrait rajouter telle chose. Mettez des sous-titres. Mettez ci. Et là, donc, sans s'en rendre compte, en taponnant avec le tableau de bord, les étudiants apprennent finalement à faire un texte qui est plus fonctionnel pour le web et qui va se lire mieux. Les blogueurs vedettes vous diraient, moi, j'utilise pas ça, je publie n'importe quoi, ça marche bien. Tant mieux, mais quand on n'est pas une vedette puis qu'on travaille en communication ou en éducation puis qu'on veut être lu, bien souvent, il faut utiliser ce genre de formule-là pour scorer mieux, je dirais. Et là, qu'est-ce qui en arrive de ça? C'est que, je vous dis, j'ai commencé à bloguer en 2002, bien c'est
17 ans d'archives, de réflexion sur l'éducation. J'ai écrit beaucoup, par exemple, j'ai un billet qui est encore lu où je parle des médias sociaux en classe. Imaginez, j'ai écrit ça, je pense, en 2011. Les médias sociaux en classe, j'avais interviewé entre autres Nathalie Couson, qui était au REFER, vous vous rappellerez d'elle, tout ça, qui utilisait Twitter en classe. Fait que j'avais écrit un billet sur ça, qui était le résumé d'une chronique que j'avais faite dans le temps à l'émission de Mario Dumont. Et c'est un billet qui est encore lu, parce que quand les gens font les médias sociaux en classe, ils vont lire ce billet-là. Moi, je suis comme, ça fait tellement longtemps. Là, Twitter a eu le temps de changer. Facebook nous a volé nos données dans l'intérim. C'est passé tellement de choses. T'sais. Mais quand même, les gens veulent des idées là-dessus, puis voir ce qui se passe et qu'ils vont retrouver ça. Et pour moi, je vous dirais, ça a été une façon de mettre en forme mes idées, puis de créer comme, je dirais, une archive un peu de ce que je pensais à différentes époques sur les médias sociaux, sur l'éducation, sur la communication. Puis ça a vraiment, pour moi, ça a vraiment servi, je vous dirais, d'outil de réflexion, puis de créativité, parce qu'il a fallu que j'apprenne comment ça marchait, ces outils-là. J'ai mis les liens aussi, puis tout ça. Et là, je vous ai mis justement, quand je documente ma vie, maintenant, on peut le faire en photo. Ça, c'est moi en train d'animer un panel. Vous voyez, vous reconnaissez mes lunettes, avec les 3 panélistes, dont Sandra Rodriguez, puis un professeur, justement, je pense, du MIT qui était là. Donc, c'était le panel Art et créativité à Frontières IA. Fait que maintenant, j'écris en plus. Souvent, je vais reprendre les notes que j'ai, je les mets sur mon blog, puis je prends des photos. Fait que là, ça documente un peu. Ça crée notre archive personnelle sur un sujet. C'est très agréable, justement, quand on fait une conférence, puis on peut aller voir qu'est-ce qu'on pensait sur ça à une certaine époque. Et là, l'idée de rester branché grâce à nos passions, il y a toutes des belles images, libérées de droits qui existent maintenant. Moi, ça me fascine. Donc, après les réseaux sociaux, tout d'un coup, je me suis mis à m'intéresser à la datification de notre environnement. Connaissez-vous l'idée de datafication? Les données, data. Puis quand il parle de datafication, c'est l'idée qu'il y a des données qui sont émises un peu partout, puis qui sont comme on disait, il y a des auteurs qui disent c'est comme si c'était des artefacts un peu à quelque part. On va retrouver des données sur moi, sur mon blog. On va retrouver des données partout où j'ai interagi avec mon identité. S'il y en a sur Twitter, je pense que je suis rendue à 22 000 messages sur Twitter. Je suis sûre qu'il y en a qui me battent en masse là-dessus, mais quand même, c'est quand même beaucoup, quand on pense à tout ce qu'on a laissé derrière nous, comme ça, de traces numériques. Puis quand on parle de datafication, on va parler aussi de toutes les bases de données qui existent. Je vous parlais d'Archemuse tout à l'heure au musée. Ces bases de données-là, ça datafie finalement, ça datafie la création, ça datafie l'histoire, finalement, si on veut, de notre société. Fait qu'on a tout ça qui est là, qui existe. Et là, je me suis mis à m'intéresser à ça récemment, à l'intelligence artificielle, puis aux algorithmes, puis à nos données dans un contexte où les jeux de données sont finalement utilisés pour expérimenter. Avez-vous ces préoccupations-là par rapport aux données personnelles? Je pense que dernièrement, surtout avec les révélations sur Facebook, on s'est dit, mon Dieu, on était bien naïfs. Je pense qu'on a tous pris un coup. Même moi qui étais toujours en train de paranoïer, je ne paranoïais pas encore assez. Fait qu'on a comme... fait que là, c'est là, tout d'un coup, tu te mets à dire... Et là, quand j'ai mis ça tout ensemble, je me suis mis à penser aux robots conversationnels. Avez-vous des robots conversationnels? Il y en existe pour les enfants qui discutent. Il y avait Julie, qui était une assistante en ligne faite pour aider les enfants à faire leurs devoirs. Ça vous dit quelque chose? Bien, ça existe. Un peu comme Google Home, un peu comme Alexa, comme Echo, il y a des robots conversationnels, donc des textes qui existent pour aider les enfants, par exemple, à faire leurs devoirs. Puis il y a des gens qui étudient l'impact que ça a sur comment on interagit avec les gens, etc. Parce qu'imaginez-vous, là, parlez-vous des fois avec Google Home ou avec votre Google... Il y en a-tu qui ont ça, des assistants vocaux à la maison? Qui a ça? Parce que moi, ce matin, mon téléphone m'a réveillé, il m'a dit quelle température il faisait, que j'avais un rendez-vous ici dans la salle, que je n'avais pas la bonne salle d'ailleurs, à 7h15 si possible, puis ensuite qu'il faisait -1 à Québec en ce moment. Il m'a dit ça là, avec une voix artificielle à partir de mon téléphone. Et là, quand moi, je veux échanger avec ce robot-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je parle dans un certain ordre, parce que je dis « Hey, comment il fait dehors? » Ça se peut qu'il réagisse un peu mal. Si je prends... je prends mon accent, parce que vous savez, je viens de Québec, je viens des Saules, puis quand j'étais jeune, on aimait bien ça, parler mal. Donc, c'était pas typique au Saules, mais c'était typique à être jeune, je pense, parce que maintenant, je mettrais plus d'anglais, c'est ça que je ferais. Donc, on s'aperçoit que tout ça, ça vient ensemble, finalement. Puis là, je demandais à Michel, dans l'heure, on est rendu où, là?
Ben parfait, c'est beau. Donc, s'informer pour continuer de créer, parce que là, c'est ça l'affaire. On aime, admettons, podcaster, on aime faire des blogs. Ces outils-là évoluent, puis nous, faut, parce qu'on aime ça, il faut se garder finalement au parfum. Il faut continuer aussi à évoluer. Et c'est ça qui nous permet finalement, je dirais, de rester branchés. C'est quand on se découvre une passion pour quelque chose. Moi, comme vous avez pu remarquer, mes passions changent. Donc, les médias sociaux. Après ça, je découvre tout d'un coup qu'il y a beaucoup de données dans les médias sociaux. Je me mets à triper sur les données. Fait que là, on évolue comme ça. Puis, on s'aperçoit qu'à mesure qu'on évolue, ben tout évolue aussi en même temps. D'ailleurs, cette image-là ici, sur comment justement s'informer, vient de citoyennumérique.qc.ca. Vous avez la référence est en bas avec la licence. Si vous avez la version, vous allez pouvoir cliquer et aller directement sur le site. Parce que l'idée, c'est ça. Quand je vais montrer le blog comme outil, finalement, de création, puis finalement, je dirais de formation, d'auto-formation, pour devenir un autodidacte en numérique, ben c'est ça. L'idée, c'est on va chercher, on va analyser, on va utiliser ce qu'on a trouvé, on va planifier, puis ça nous permet de réfléchir aux enjeux plus larges. Et je vous dirais, même avec les étudiants, ça fonctionne, parce qu'après qu'ils aient protesté pour créer un compte Twitter, quand ils en créent un, puis ils essaient de comprendre comment ça fonctionne, tout d'un coup, leur vision change, parce qu'ils trouvaient ça niaiseux au départ, pas trop intéressant, c'est pour les vieux, c'est pour Trump, le monde, tu sais. Puis là, tout d'un coup... C'est ça. Trump, c'est le plus grand promoteur de Twitter présentement, puis en même temps, c'est pas celui qui milite le plus pour que ça soit le fun comme endroit, là. Mais donc, ils apprennent, ils réalisent d'un coup qu'il y a plein de choses, et j'en ai qui sont devenus quasiment accros. J'ai des étudiants, par exemple, qui sont d'origine africaine et qui vivent au Québec depuis quelques années pour leurs études, et qui là se sont aperçus qu'ils pouvaient se mettre en réseau avec plein d'amis, justement, de leur pays, etc. Fait que là, tout d'un coup, ils étaient rendus encore en lien avec des amis dans les universités, au Sénégal, un peu partout. Puis là, ils étaient comme... Moi, je suis tout le temps sur Twitter maintenant. Fait que là, j'ai dit, bon, j'ai peut-être créé un monstre, mais quand même. Et là, fait que là, quand on fait les ateliers en classe, je peux vous dire que j'ai tout d'un coup, là, je pense à une de mes étudiantes, Roberta, qui est toujours, Madame, ne vous en faites pas, je vais aller leur montrer comment ça marche. Là, elle est vraiment, elle a pris le pouvoir là-dedans. Là. Puis ça lui a fait prendre le pouvoir dans son travail d'équipe, dans plein d'autres choses, parce que je pense qu'elle se sent comme vraiment compétente maintenant, vu qu'elle a dépassé tout le monde dans ce domaine-là. Et donc, moi, je suis un petit peu plus cool que là-dessus. J'ai Flipboard que j'utilise. Connaissez-vous Flipboard? Je l'ai sur mon téléphone, je l'ai sur ma tablette, je l'ai un peu partout. Et ça me permet, comme hier, là, admettons que je suis en déplacement, puis je veux voir c'est quoi les dernières nouvelles. Je l'ai tout mis à jour avec finalement, mes références, exactement. Mon Dieu, une chance qu'il y a du monde qui écoute, toi, c'est comme... Ils peuvent m'aider, je suis comme... Donc, et là, tout d'un coup, je vais voir. Puis, à quoi il ressemble, mon Flipboard? Il ressemble à beaucoup de références sur les technologies, un peu sur l'éducation, sur les femmes, les arts et la nourriture. Donc, quelques sites foodies, végétariens, etc., pour m'inspirer, pour essayer de manger moins de viande, etc. Fait que donc, c'est un peu un reflet de mes passions, je dirais, mon Flipboard. Et ça me permet de partager quand je trouve des choses sur des articles que je trouve intéressants. Je les partage des fois même à mes étudiants via les groupes qu'on s'est créés. Je les partage à mes collègues. D'ailleurs, un nouvel usage du mot partage. Vous remarquez qu'avant, on partageait avec, on ne partageait pas à. Ça, c'est les médias sociaux qui nous ont fait ça avec l'influence n'est-ce pas, de Facebook. Les puristes nous diraient, on partage encore avec quelqu'un, c'est ça, mais on a modifié notre langage. Ensuite, il y a les lettres de veille qui vont nous permettre aussi de rester comme branchés. Savez-vous que ça existe encore, des lettres de veille, les fameuses newsletters? Moi, je suis abonnée à celle du MIT, par exemple, que j'ai choisi les sujets comme intelligence artificielle, robots conversationnels, bitcoins, blockchain, et là, je reçois les nouvelles là-dessus. Fait que c'est comme un raccourci. Et aussi, c'est quand j'arrive dans mon courriel puis que je vais dans la section mise à jour, je suis stimulée, finalement. J'ai comme plein de nouvelles idées qui me viennent. Il y en a qui sont en train de se dire comme si tu avais besoin d'être encore plus énervé que ça. Donc, des listes Twitter aussi. Ça, c'est ce que j'ai montré à mes étudiants parce qu'ils disaient, c'est pas vrai, madame, que je vais être abonnée à 2000 personnes, puis que je vais tout voir ça, puis je verrai rien. J'ai dit, ben non, c'est pas vrai, tu as raison, parce que tu vas te faire des listes. Puis là, tu vas comme ça, tu vas suivre juste les organismes en éducation, admettons que tu suis, tu vas avoir juste les profs, admettons, d'université que tu suis, comme moi, c'est un peu mon organisation, et ça nous permet, comme ça, rapidement de consulter de l'information et de rester connecté. J'arrive vers la fin de mon affaire, je vois que je suis rendue ici dans mes nouvelles histoires, dans mes nouvelles passions, encore.
notre vie en ligne, nos données partout. Et là, vous allez voir la version artistique et la version économique. La version artistique, c'est ici John Gerard, qui est un artiste. Savez-vous ce qu'il fait pour résister? Tu sais, je trouve ça vraiment mignon. Mais ça, c'est mon genre, hein, trouver des affaires comme ça mignonnes. Il loue des hélicoptères, probablement avec ses subventions d'art. Et ensuite, il s'en va photographier tous les endroits où il y a des serveurs. Ça, c'est à Pryor Creek. Donc, les serveurs de Google. Et Google ne veut pas qu'on photographie là où ils ont des fermes de serveurs. Pourquoi, votre humble avis? Ben oui, pour des questions de sécurité. Fait que là, il a dit, vous révélez mes données, vous volez mes données. Moi, je vais faire une exposition où est-ce que ça va être des photos comme ça, mais c'est un mur complet de ces photos qu'il prend des serveurs. Ça dérange beaucoup. Fait que là, lui, c'est sa démarche artistique. Puis il y a même ici une photo, probablement qui était deux. Là, on voit l'hélicoptère, parce que Gerard utilise justement un hélicoptère pour aller photographier ces sites-là. Et là, c'est de façon très intéressante. Ici, Facebook, une ferme de stockage qui doit être créée maintenant, qui était en création l'année dernière, à Luleå, en Suède. Puis là, remarquez quelque chose. Tous les arbres autour. Hein? Elle est cachée aussi. Fait que là, on voit tout ça, ça se fait. Puis c'est pour ça que la démarche de John Gerard est super intéressante, parce que ça nous rappelle que c'est pas pour rien hein, que Cambridge Analytica, tout ça, ça nous a pris du temps avant de comprendre qu'est-ce qui nous arrivait, parce que ça nous est pas révélé. Hein. Fait que c'est pour ça, c'est dans mes nouvelles, justement, quand je parle des nouvelles passions, c'est ça. Et on a dévoilé beaucoup, quand je parle de ça, notre vie privée sur les réseaux sociaux. Parce que de plus en plus, celle-là, je l'aime. Regardez, voyez-vous le petit chat dans la fenêtre? Puis il dit, oh, eyes, Google's Iconaz privacy, parce que c'est la caméra de Google qui l'a photographié, vraisemblablement passant sur sa rue, puis lui, il était juste en train de regarder s'il faisait beau dehors, puis s'il y avait d'autres chats, puis il s'est fait capturer comme ça, puis c'était contre son gré, fait qu'il n'est pas content, j'imagine. Je te comprends. Donc, et là, on s'aperçoit que tout ça, ça a évolué. On avait une vie privée, hein? Vous rappelez-vous de ce temps-là? Hein, je dirais peut-être qu'il y a 20 ans, là encore, on se défendait contre le gouvernement, on voulait pas voulait pas trop répondre aux sondages gouvernementaux, on voulait pas répondre au monde qui nous appelait au téléphone, mais on avait encore une vie privée. Maintenant, là, on prend des photos quand c'est notre fête, on met ça en ligne, puis tout le monde peut les voir. Les gens prennent des photos de leurs enfants, mettent ça en ligne, puis tout le monde peut les voir. Puis avant, c'était comme, non, là, tu sais, quand même, c'est mes affaires, là, tu verras pas ça. Fait qu'on a réussi comme avec partager avec plutôt que partager à, là, on a réussi à nous faire comme tranquillement, on nous a trempé dans l'eau chaude, on a rendu l'eau bouillante, on s'en est pas rendu compte. On a réussi à nous faire changer un petit peu, hein, je dirais, de paradigme. Mais c'est ça, dans ce texte-là, d'ailleurs, que je me présente ça à mes étudiants, c'est une fille qui s'appelle justement Caroline Vallet, qui explique comment on est passé d'une société où est-ce que prendre une photo de nous en public, hein, ça pouvait être sujet à une poursuite. Hein, on pouvait comme aller protester, puis vous vous rappellerez peut-être qu'il y a eu un cas ici qui a fait changer vraiment tout ce qui touche le droit civil, là, sur le droit à l'image, parce qu'il y a une fille qui avait été photographiée dans une rue, puis ça avait été publié dans un magazine, puis dans une exposition, puis finalement, on est obligé de la dédommager. Fait qu'on est passé de ce taux-là de protection de notre vie privée à nous-mêmes nous exposer, puis nous révéler, puis donner nos données sans se poser vraiment de questions. Et là, donc, on peut considérer que le concept de vie privée s'est transformé. Et tout ça, c'est arrivé avec, justement, c'est un dévoilement volontaire. Hein? Quand je blogue, si vous lisez, là, puis je vous aurai pas patience, parce que je pense que j'ai 2000 billets de blog que j'ai écrits dans les dernières années, mais on peut en trouver de l'information personnelle sur moi. Si on lit les tweets que j'ai écrits depuis 2007, on peut trouver bien de l'information. J'ai même fait un petit ménage dernièrement parce que je me suis aperçu qu'en 2007, le moteur de Twitter était pas mal moins performant qu'aujourd'hui. Donc, maintenant, avec un mot-clé, hein, vous pouvez trouver à peu près n'importe quoi. Il y a bien des candidats à la dernière élection à l'automne qui s'en sont aperçus. Donc, on s'aperçoit que maintenant, là, avec justement, on échange des photos, des vidéos, il y a des caméras de surveillance. Présentement, on est filmé. Hein, donc, on est toujours comme, il y a des gens qui prennent des photos, etc. Tout se passe en même temps. Il y a de la biométrie. Hein, donc, imaginez, maintenant, on peut accéder à notre téléphone avec notre visage. Fait que donc, toutes ces données-là sont capturées. Si vous payez avec votre visage, qu'on ouvre des choses avec notre empreinte est à quelque part. Là, hein? Donc, tout ça, toutes nos données biométriques peuvent être capturées par des caméras, etc. Le GPS qui nous situe, on l'oublie souvent. Hein? Il y a une de mes amies qui est dans Crypto Québec, qui vient souvent, c'est une collègue d'université, qui vient dans mes cours, montrer à mes étudiants comment ils sont tracés partout. Puis ils ne le croient pas. Alors, vous allez prendre vos téléphones, vous allez aller là, puis là, elle dit, qu'est-ce que vous voyez? Puis là, ils voient une liste de tous les derniers endroits où ils ont
publié une photo ou ils se sont géolocalisés sans s'en rendre compte. Et là, même moi, il y avait des données qui n'étaient pas effacées. Et ça veut dire que c'est sur les serveurs de la compagnie, etc. Fait qu'il y a bien des choses comme ça dont on n'est pas conscient. La puce RFID, hein, donc on s'identifie justement de plus en plus. Il y en a même qui s'en font implanter maintenant. Puis, il y a une compagnie qui avait fait une grosse campagne de relations publiques avec ça parce qu'elle avait demandé à ses employés de tester, c'est des gens qui font de l'inventaire, là, etc., la puce pour ouvrir les portes, pour s'identifier au travail, etc. Bon, les gens vous diront, c'est pas accessible à être proche, mais quand même, on n'est pas conscient de tout ça. Et donc, notre vie privée s'est modifiée au fil des années. Et maintenant, hein, on dit même qu'au lieu de parler de vie privée, on parle de transparence. Fait que là, tout d'un coup, hein, c'est comme on valorise la transparence puis on oublie qu'on a déjà eu une vie privée. Fait que c'est pour ça que je vous dis, je suis partie de bloguer, de tout raconter à arriver jusque-là aujourd'hui. Et je m'intéresse aussi dans les choses qui me gardent motivée. D'ailleurs, l'autre fois, puis ça, c'est moi. Hein, j'étais assis à côté dans une conférence de cette femme que je trouve absolument intéressante, Antoinette Rouvois, puis j'ai fait semblant que ça ne me dérangeait pas, puis que je n'étais pas énervée, puis j'ai juste comme si de rien, mais j'étais comme, Antoinette Rouvois, là. Donc... Antoinette Rouvois, vous pouvez voir, il y a beaucoup de capsules d'elle qui discutent en ligne, qui sont des bons, justement, outils même pédagogiques pour parler de l'hypertrophie, ce qu'elle appelle. Elle parle beaucoup, elle, justement, comment avec les algorithmes, hein, on a personnalisé toute notre vie, puis ça, on commence à en prendre conscience, mais elle en parlait bien avant, elle a commencé à en parler vers 2013, 2014, et comment, justement, ça crée, je vous dirais, des schismes, hein, parce qu'on a l'impression, des fois, que tout le monde pense comme nous, hein, sur les réseaux sociaux, puis tout d'un coup, on se retrouve dans la vraie vie, hein, là où il y a in real life, IRL, et on s'aperçoit que, ben non, tout le monde ne pense pas comme nous, que notre beau-frère est absolument pas d'accord, puis qu'un autre n'est pas pantoute avec nous là-dessus. Puis elle dit justement que cette idée-là, hein, c'est qu'il y a une hypertrophie de la sphère privée à partir du moment où on personnalise notre expérience de la vie. Puis elle en parle beaucoup, entre autres, avec Stigler, tout ça. Puis elle dit que même maintenant, la politique est rendue comme ça. Puis quand elle écrivait ça, c'était en 2015. On a eu l'élection américaine l'année suivante, en 2016. Je pense que si on a eu une belle illustration de ce que Antoinette Rouvois essayait de nous faire comprendre, hein, c'est ça, quand on s'est aperçu qu'on pouvait cibler les messages politiques à chacun d'entre vous, hein, puis que là, vous allez tous avoir envie, possiblement, d'aller voter pour la même option, mais avec des messages différents qui vous rejoignent chacun. Et ça, quand on ajoute l'intelligence artificielle, on y est vraiment rendu. Donc, elle dit, ça, là, en personnalisant notre environnement, on nous évite, tu sais, les réseaux sociaux, c'est commercial, hein, ça nous évite d'être un peu froissés par des opinions discordantes, mais les opinions discordantes, ça fait partie de la vie, hein. Fait que justement, ça fait qu'on réussit à débattre, puis peut-être tout le monde un peu à modifier nos positions, puis être plus, à être plus éclairé. Mais c'est justement, c'est ce qu'elle craint, parce que c'est au départ une juriste, Antoinette Rouvois. Une autre personne que je vous présente, dans les gens que je suis et que je trouve intéressant, qui est anthropologue, Amber Case, qui a fait un TED Talk il y a quelques années, qui a marqué pas mal tout le monde. Elle postulait qu'on était tous des cyborgs. Puis qu'on était tous des cyborgs parce qu'on est d'abord, on a tous tout le temps comme un prolongement à nous. Regardez, tout le monde, il y en a beaucoup qui ont un prolongement. Julie a un prolongement, vous avez un prolongement. Moi, quand mon téléphone, j'avoue, j'ai la même peur que tout le monde. Je sais qu'il est là. Puis si je ne me retenais pas, je l'aurais dans la main présentement. T'sais. Fait que donc, on a tous un prolongement comme ça. Puis elle dit, on a même en ligne des avatars qu'on entretient. On se lève le matin, on change, quasiment comme nous, on prend notre douche puis on s'habille, on les change de costume avec la photo la plus récente. On met une photo pour l'Halloween, on le réhabille comme il faut. Fait qu'on est rendu dans ce rapport-là avec toujours comme un prolongement en ligne, un prolongement mobile. Et d'ailleurs, il y a un phénomène qui a été nommé par une jeune auteure qui s'appelait Lisa Reichert en 2007, qui appelait ça de l'intimité ambiante. Hein, tout à l'heure, là, j'étais assise ici, pendant que tout le monde se préparait, j'étais en conversation avec quelqu'un sur Facebook à propos de le bonjour, le matin, dire bon matin au lieu de bonjour, puis etc. Puis c'était toute la conversation. C'était avec l'insolente linguiste que vous connaissez probablement. Là. On était en train de dire qu'on faisait exprès de dire bon matin juste pour froisser ceux qui voulaient dire bonjour. Fait qu'on était là-dessus. Donc, pendant que tout le monde s'installait, moi, j'étais en rapport de proximité avec quelqu'un, mais via Facebook. Fait qu'on est toujours dans cette espèce d'intimité ambiante-là, donc toujours en relation avec d'autres individus que potentiellement ceux qui sont devant nous. Et là, j'arrive justement à mes nouvelles passions, donc la datafication, comme je vous disais. Hein? Puis là, c'est vraiment, quand on regroupe tout ça là, sous l'idée de Big Data, on pose des nouveaux problèmes, ceux des données, puis l'usage qu'on en fait.
et de ce que les autres font à notre insu. Ça, c'est Deborah Lupton qui nous le dit. Puis, savez-vous qu'on peut créer, et là, c'est le beau côté créatif, avec des données. Pensons là, à la base de données, justement, du Musée de la Civilisation, là, qui, je ne sais pas si ça s'appelle encore Archemuse, il faudrait que j'appelle mes amis qui sont encore là-bas. Mais donc, on peut prendre des données collectées, hein, puis on peut extraire du sens, on peut faire parler des données, puis on peut tisser des récits plus larges. Fait que là, on est rendu hein, que tout d'un coup, c'est un générateur de récits, donc potentiellement de créativité. Et avec l'idée d'Amber Case qu'on voyait avant, ben, on est dans ce qu'on appelle l'hybridation humain-non humain. Donc, les données comme les ossements ou comme les artefacts, ils témoignent de l'hybridation entre l'humain biologique et le non biologique, hein, comme des forces vives, on dit ici de l'agentivité qui régit les assemblages humains-non humains. On est un assemblage, sans s'en rendre compte, humain-non humain. On a un double de données, puis en même temps, on a une présence aussi hein, dans le monde réel. L'adéquation, justement, entre les données et l'identité, ça, je trouve ça très intéressant parce que, savez-vous que même là, s'il y a un double de toutes vos données en ligne, est-ce que vous pensez que c'est vous qui êtes là? Est-ce que c'est votre identité? C'est ce que vous êtes? Non, hein? Moi aussi, c'est ça que je me dis. Même si on a, et c'est Kitchen qui disait, même si on avait là, un jeu de données qui réunissait des composantes pour chacune des composantes du monde réel, ça ne serait pas le monde réel, ça serait une réplique en données. Et c'est ça la question qu'on se pose présentement avec ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez voir, des fois, j'ai l'air de ne pas avoir de suite des idées, mais il y en a un peu. Avec les assistants vocaux, c'est ça l'idée. Hein? C'est justement nous, on transmet quelque chose et puis on doit se transformer pour communiquer avec l'assistant. Donc, les données sur un individu qui sont collectées par différentes plateformes vont créer un portrait, je dirais, assez impressionniste. Comme moi, là vous me voyez. Mais si vous allez en ligne, vous allez voir toutes sortes de données sur moi, puis vous allez avoir une idée. Puis ça ne sera peut-être pas ce que vous allez avoir de la rencontre qu'on va avoir. Fait qu'il est donc raisonnable, hein, dis-je bien, dans un processus de connaissance, de postuler qu'il n'y a pas nécessairement d'équation entre toutes les données qui sont collectées sur un sujet, puis ce que celui-ci considérera anciennement comme être son identité. Ça, c'est parce que ça vient de mon projet de doc, là, c'est pour ça que ça a l'air fou comme ça. Donc, créer son robot en éducation. Là, justement, on a plein de données. Fait que là, tout d'un coup, vous pourriez, et ça se fait, hein, il y a une assistante aux États-Unis qui s'appelle Joyce Wilson. Je pense à l'Université de Stanford. Je ne voudrais pas vous induire en erreur, mais j'ai eu ça dans mes notes, là, s'il y en a qui veulent le voir, l'exemple, qui répond à des questions pour les devoirs. Et elle répond, mais sauf que le professeur a comme 400 étudiants. Il fallait qu'il trouve une façon de répondre à des questions simples sur comment faire telle équation. C'était du côté des sciences. Et il y a maintenant un robot conversationnel, lui, qui répond à une grande partie des questions. Puis quand une question devient trop complexe pour l'assistante, oups, là, elle est transférée au professeur. Fait qu'on est rendu avec ça. Et on propose même sur Botify de créer un robot pour répondre aux questions des étudiants, puis là, les guider, par exemple, dans leurs devoirs. Et là, tout à l'heure, on parlait, je pense, quand notre ami de Québec numérique est venu nous parler, on parlait des questions éthiques liées à l'intelligence artificielle. Je suis persuadée que je vous dis ça, puis ça vous en pose 1000 questions éthiques. Hein? Quand on se dit, qu'est-ce que ça va changer? Hein? Est-ce que ça va changer, justement, comment on apprend? Est-ce que ça va changer qu'est-ce qui est appris? Est-ce que ça va changer même comment on interagit entre nous, le fait qu'on propose à des étudiants d'échanger avec justement un robot. Il y a des gens qui s'intéressent à ça. Hein. Je vous nomme par exemple, il y a une psychologue du MIT, Sherry Turkle, qui a beaucoup écrit sur comment est-ce que nos conversations, puis elle, c'était vous savez, une fan des technologies dans les années 80, une des premières qui écrivait là-dessus. Puis là, dernièrement, elle est en train de se dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre quelque chose en voulant tout déléguer justement à l'intelligence artificielle, etc., puis à des échanges automatisés avec des appareils comme ça technologiques. Et ça, justement, elle dit, c'est encore l'idée hein, de ne pas créer de frottement. Comme Antoinette Rouvois disait, c'est un robot conversationnel, là, même si vous l'envoyez promener, il va s'excuser tout le temps. Hein? Donc, il ne vous dira pas, là, ça suffit, là, tu vas aller te reposer, tu vas prendre un verre d'eau, tu reviendras me parler après. Il va comme continuer tout le temps à dire, oh, j'espère que je ne vous ai pas... J'ai fait le test, hein, je me suis psychanalysée avec... non, j'ai fait une espèce de truc de psychologie cognitive avec un robot qui s'appelait Wobot. On a eu un bel échange pendant plusieurs semaines. Puis des fois, je le niaisais un peu, puis je trouvais qu'il restait cool quand même. Mais bon, je me suis dit, ça avait été un vrai psy, il m'aurait probablement remis à ma place. Mais bon, fait que Wobot, lui, c'est un robot, fait qu'il me tournait ça en petite joke, puis il m'envoyait voir une vidéo pour me détendre. J'étais comme...
Fait que, si vous ne doutez pas que ça va changer comment on interagit, et je ne pense pas que ça va nous rendre plus polis dans nos échanges entre nous, hein, ou plus patients. Fait que je pense que c'est une chose à réfléchir. Et d'ailleurs, c'est pour ça, quand je vous dis Sherry Turkle, pour ceux que ça s'intéresse, Turkle, il y a même des entrevues en français qui ont été faites sur elle, où est-ce qu'elle dit vraiment, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on va perdre un peu quelque chose comme société? Puis son dernier livre, je pense l'année dernière, c'était Reclaiming Conversation. Puis c'était pas avec 2 assistants conversationnels, c'était avec 2 chaises, le livre. Fait que c'était vraiment pour que les gens recommencent à avoir des conversations, puis à se chicaner entre humains, puis à apprendre à avoir des relations un peu plus polies qu'avec moi et Wobot, par exemple. Donc, si ça vous intéresse, Botify, vous irez voir. Hein, je pense que c'est quand même toujours intéressant de voir qu'est-ce qui se passe dans ça. Et le futur des données en ligne, une autre de mes passions. Imaginez-vous donc, vos données pourraient continuer après vous. J'arrive à la fin, là, Michel, je pense qu'on est pas mal dans le temps en plus. Donc, le futur des données en ligne, et si vos données continuaient sans vous? Une autre question éthique avec laquelle je vous laisse. Imaginez-vous donc que là, vous avez plein de données. Avez-vous fait un testament numérique? Pas encore, hein? Les plus numériques sont à pas encore, les autres sont comme, de quoi qu'elle parle? Eh bien, oui, on commence à parler de, ça fait 7 ou 8 ans qu'on parle des testaments numériques parce que vous pouvez sur Facebook léguer votre compte, hein, vous pouvez nommer un légataire. Vous pouvez, par exemple, justement, s'il y a quelqu'un qui est décédé dans votre famille, rendre une page commémorative. Vous pouvez juste aller, par exemple, sur Twitter puis rendre un compte juste présent. Donc, mais vos données restent là. Et là, on est en train de se demander qu'est-ce qui va arriver. Et attorney.me, quand je vous dis quand on y pense, là, quand je pensais à ça, il y a quelqu'un qui était en train de le faire. Il y avait, à un moment donné, pour mon examen doctoral, j'avais parlé justement des données après la mort et tout ça. Puis tout d'un coup, je découvre ça, attorney.me, qui est une application où vous pouvez vous inscrire, puis ça permettra peut-être aux générations futures d'entrer en conversation avec vous. Ça, c'est la belle petite publicité qu'ils avaient fait. Mom, messieurs, tout. Et là, ça vous permet donc d'avoir comme peut-être des conversations et on espère, là, vous allez voir, on espère qu'éventuellement, on pourrait même avoir votre visage en 3D, puisque vous aurez sûrement laissé des traces biométriques partout. Puis à ce moment-là, on pourra avoir peut-être une émulation de votre voix. Ça existe maintenant avec Lyrebird. Hein? On peut prendre des échantillons de vidéos de votre voix. Fait que là, vous pourriez parler avec votre descendance comme si vous étiez en train de chatter en ligne. C'est fou, hein, je sais. Fait que là, les gens après me disent Black Mirror, c'est plein d'affaires folles. Black Mirror, je les soupçonne, vous connaissez la série, je les soupçonne d'aller voir les brevets seulement, puis qu'avant que la technologie soit sortie, de lire les brevets, puis de dire, on va écrire un épisode là-dessus, les amis. Et je vous ai mis l'autre site. Ça, d'ailleurs, ça pourrait être amusant, même pour les étudiants, s'il y en a qui sont intéressés à ça, replica.ai, qui vous permet de créer votre petit robot conversationnel et de, justement, l'entraîner à devenir une version de vous très performante. Et savez-vous comment la personne qui a créé replica.ai, elle a créé ça parce que un de ses amis avec qui elle chattait depuis 15 ans était décédé, puis elle voulait continuer à chatter avec, fait qu'elle a téléchargé toutes leurs conversations, puis elle a créé un robot. Et là, il y a des gens qui se sont mis... Hein? Ben oui, c'est ça, mais sauf que ça existait avant l'épisode de Black Mirror. Elle était en train de travailler là-dessus quand ils écrivaient Black Mirror. Fait que vous voyez un peu comment tout ça... Hein? Fait que finalement, les sources de créativité, là, on n'est pas les seuls à aller les chercher dans le numérique, puis dans les archives, puis dans tout ce qui se fait. Fait que voilà, je pense que c'est la fin après ça. Oui, je vous ai mis les sources, ceux que ça intéresse. J'ai mis quelques textes, puis s'il y en a d'autres, vous me tweetez, puis je vais tout vous envoyer ça. Fait que ça m'a fait plaisir. Fait que comme vous voyez, on a de la suite des idées, mais c'est compliqué. J'applaudis même. Merci. J'ai raison de vous applaudir. J'avais un bon public. Il y en a même qui m'ont soufflé les mots quand je me trompais. Mes affaires allaient bien. Merci.